J'ai tué mon meilleur ami d'une balle en plein cœur, dans le salon de son appartement haussmannien surplombant la Seine, un soir de pluie battante où Paris pleurait déjà pour lui. Ce n'était pas de la rage impulsive, non. C'était une sentence prononcée depuis des années, gravée dans le marbre de ma vengeance comme un décret de la Cour de cassation. Et le plus ironique, c'est son propre père, ce vieux magistrat corrompu, qui m'a tendu l'arme, sans le savoir, bien sûr. Paris, cette ville de lumière factice et d'ombre vorace, m'a vu naître et me briser deux fois. La première, quand j'ai perdu ma femme dans un accident truqué. La seconde, quand j'ai compris que l'homme que je considérais comme un frère avait orchestré tout cela pour s'emparer de mon héritage. Mais attendez, ce n'est pas l'assassinat qui m'a condamné aux assises. Non, c'était le vol que j'ai commis pour le venger, ou plutôt pour le piéger. Et là, devant le juge, j'ai souri en entendant sa sentence. 20 ans. 20 ans pour un crime qu'il avait lui-même commis, mais que j'avais endossé comme un manteau trop lourd. Je m'appelle Lucien Duval, et si vous lisez ceci, c'est que ma plume a enfin exorcisé les démons qui me hantent depuis ce matin d'octobre 2018, où tout a basculé dans le bureau de mon notaire, rue de Rivoli. J'avais 42 ans, une vie rangée comme un dossier judiciaire impeccablement classé. Une épouse, Claire, professeure de littérature à la Sorbonne, un fils adoptif de 10 ans, et une fortune modeste issue d'une succession familiale, des vignobles en Bordelais que mon père m'avait légués avant de s'effondrer d'une crise cardiaque en 2005. Paris était mon refuge, cette ville où les haussmanniens se dressent comme des sentinelles muettes, gardiennes de secrets que les rats des égouts eux-mêmes ignorent. Mon meilleur ami, ou du moins ce que j'appelais ainsi, s'appelait Étienne Moreau. Nous nous étions rencontrés à l'école de droit de Nanterre, dans les années 90, au milieu des manifs contre la réforme des retraites et des nuits arrosées de pastis bon marché. Étienne était le charismatique, le fils d'un juge influent à la cour d'appel de Paris, avec des yeux verts qui promettaient la lune et une bouche qui mentait avec l'aisance d'un avocat plaidant l'innocence d'un serial killer. Moi, j'étais le besogneux, le type qui relisait les arrêts de la CEDH jusqu'à l'aube pour briller en amphi. Nous avions juré fidélité fraternelle, partagé des amours fugaces, et même, un été à Saint-Tropez, une cuite mémorable où nous avions tatoué nos initiales enlacées sur nos avant-bras, elle et eux, pour l'éternité, pensions-nous. Ce matin-là, donc, le notaire m'avait convoqué pour la lecture du testament de ma tante Élise, décédée subitement d'une leucémie foudroyante. Elle me léguait tout, 2 millions d'euros, un appartement au Marais, et les parts majoritaires dans les vignes. J'étais assis dans ce bureau lambrissé, l'air chargé d'une odeur de cire et de vieux parchemin, quand Étienne est entré sans frapper, son sourire carnassier aux lèvres. « Félicitations, mon vieux. On va fêter ça ce soir, au Fouquet's. Claire et les gosses viendront. » J'ai ri, serré sa main, ignorant que cette poigne était déjà celle d'un voleur. Les semaines suivantes ont filé comme un TGV en pleine tempête. Étienne m'a introduit auprès de son cercle, des banquiers de la Défense, des politiques du Palais Bourbon, des avocats véreux qui négociaient des plaidoiries contre des valises de billets. Il insistait pour gérer l'investissement de mon héritage. Un fonds spéculatif en crypto-monnaie, promettant des rendements à 2 chiffres. Fais-moi confiance, Lucien. Je suis ton frère, non? J'ai signé les procurations, aveuglé par notre passé, par les vers de Châteauneuf-du-Pape qu'il offrait à chaque signature. Claire, elle, flairait le loup. Ma femme, avec ses cheveux châtains cascadants comme une chute du guêpe de Pau, et ses yeux bleus qui perçaient les mensonges comme un scalpel, me mettait en garde. Étienne change, Lucien. Ses fêtes deviennent des orgies, ses promesses des dettes. Et ce tatouage. Il le cache sous des chemises à manches longues, comme s'il avait honte de nous. Je balayais ses doutes d'un baiser, l'accusant d'être jalouse de nos virées masculines. Notre fils, petit Antoine, alors si frêle avec ses lunettes trop grandes, dessinait des monstres qui ressemblaient étrangement à Étienne, des ombres aux griffes acérées. Puis vint l'accident. Le 15 novembre, Claire rentrait d'un colloque à Lyon en train. Le TGV déraille près de Montélimar, un sabotage idiot, un câble sectionné sur les voies, une explosion artisanale qui fait 10 morts. Claire est parmi elles, carbonisée dans un compartiment de première classe. J'apprends la nouvelle à l'hôpital Necker, où Antoine est soigné pour une grippe saisonnière. Le monde s'effondre. Je hurle dans les couloirs aseptisés, tandis qu'Étienne arrive en trombe, m'enlace, murmure des condoléances qui sonnent faux même à mes oreilles engourdies. C'est la fatalité, mon frère. Mais je suis là. Toujours. Les funérailles, sous une pluie fine qui noie Montmartre, sont un cirque. Étienne orchestre tout, le cercueil de chêne poli, les lys blancs importés d'Amsterdam, le prêtre qui annonce un éloge funèbre rédigé par ses soins. Et moi, veuf éploré, je signe un chèque pour les obsèques, le premier d'une longue série. Car l'enquête révèle vite la main de l'homme, pas un accident, mais un acte terroriste maladroit, lié à un réseau d'extrémistes islamistes. Mais qui a financé ça? Les pistes mènent à des comptes offshore.
Et devinez qui gérait mes fonds? Étienne, bien sûr, qui avait diversionné une partie de l'héritage pour des investissements douteux, dont un prêt à un contact libanais aux connexions troubles. Je confronte Étienne dans son bureau de la tour Montparnasse, entouré de vues panoramiques sur une ville qui m'étouffe. C'est toi, n'est-ce pas? Tes magouilles ont tué Claire. Il rit, un éclat de glace dans les yeux. Preuve, Lucien, tu as signé, mon vieux. Et si tu parles, c'est toi qui finiras aux frais, pour blanchiment, pour complicité. Pense à Antoine. Il me tend un verre de cognac, et je le bois, amer, sachant qu'il a raison. Les flics de la PJ, sous la houlette de son père, le juge Moreau, classent l'affaire en piste terroriste fermée. Étienne hérite de tout. Il rachète mes dettes, s'empare des vignes, et me laisse un appartement exigu à Belleville, avec Antoine comme seul bagage. C'est là, dans ces nuits où les cris des dealers percent les murs fins, que la graine de la vengeance germe. Je commence à fouiller, des nuits blanches à décortiquer des relevés bancaires volés, des appels anonymes à des informateurs de la rue Saint-Honoré. Et j'apprends le secret, Étienne n'est pas le fils légitime du juge Moreau. Sa mère, une actrice déchue des années 70, avait une liaison avec un truand corse, et le vieux magistrat l'a élevé pour effacer la tâche. Mais plus sombre, Étienne a déjà tué. Une ex-petite amie, en 2005, tombée d'un balcon à Nice, suicide, selon le dossier clos par papa juge. Je décide alors de porter le fardeau. Pour piéger Étienne, je monte un vol, un braquage fictif d'un coffre bancaire à la Banque de France, où je détourne des fonds qu'il gère secrètement. J'endosse le crime, me fais arrêter par des flics complices, des anciens condisciples à qui j'ai promis une part. Aux assises, face au juge Moreau, je plaide coupable, mais je glisse des preuves subtiles. Un enregistrement où Étienne avoue le sabotage du train. Le vieux magistrat, les mains tremblantes sur son marteau, prononce la sentence, 20 ans à Clairvaux. Mais ses yeux, ils trahissent la peur. Il sait. Libéré sous caution en attendant appel. Grâce à un vice de procédure que j'ai semé moi-même, je rentre à Belleville. Antoine, maintenant 14 ans, me regarde comme un stranger. Papa, pourquoi tu as volé? Pour maman. Je mens, encore. La vengeance ne tolère pas les innocents. Étienne, lui, jubile dans son pantouse. Il publie des articles anonymes dans Le Monde, me dépeignant comme un criminel pathétique. Mais il ignore que j'ai déjà son père dans ma poche. Un chantage discret sur l'adultère du juge avec une greffière mineure en 1992. Les mois suivants sont un lent empoisonnement. Je infiltre son cercle via des soirées au Baron, où les cocaïnes coulent comme le champagne. Étienne, parano, commence à lorgner sur Antoine. Ton fils a du potentiel, Lucien. Envoie-le à mon pensionnat à Deauville. Je refuse, et c'est là qu'il frappe. Une plainte pour maltraitance, fabriquée de toutes pièces. Les services sociaux emportent Antoine, le plaçant en foyer. Mon hurlement résonne dans les couloirs du 93e, mais personne n'écoute un ex-tolard présumé. C'est le point de non-retour. Je jure sur la tombe de Claire, au Père-Lachaise, que le sang coulera. Pas le sien d'abord, non, celui de son empire. Je falsifie des documents, fais circuler des rumeurs de corruption au palais de justice. Le père Moreau craque le premier. Une crise cardiaque feinte, en réalité un suicide assisté par une pilule trop forte que je glisse dans son café lors d'une visite de réconciliation. Les journaux titrent « Le juge Moreau s'effondre, scandale ou malédiction ». Étienne pleure en public, crocodile aux larmes salées, mais en privé, il me convoque. « Tu as tué mon père, salaud ?» Je souris. « Non, c'est ton karma qui frappe. » La guerre est déclarée. Paris, avec ses boulevards embouteillés et ses catacombes oubliées, devient notre arène. Et moi, Lucien Duval, je deviens le fantôme vengeur. Les nuits parisiennes, ces veillées où la tour Eiffel clignote comme un œil borgne, sont devenues mon terrain de chasse. Après la mort du juge O, il n'est pas vraiment parti, juste caché dans une clinique discrète de la banlieue ouest, sous un faux nom, attendant mon signal pour contre-attaquer, Étienne s'est replié sur lui-même, mais pas par chagrin. Par calcul. Il savait que j'avais les leviers. Des dossiers sur ses liaisons avec des mineurs recrutés dans les boîtes de Pigalle, des transferts d'argent vers des paradis fiscaux en Suisse qui finançaient des armes pour des milices syriennes. Il m'avait sous-estimé, le pauvre. Moi, le besogneux de Nanterre, j'avais appris l'art du mensonge à l'école de sa propre hypocrisie. Je commence par Antoine. Retrouver mon fils n'est pas une mince affaire. Les services sociaux, ces bureaucrates aux âmes de caoutchouc, l'ont placé dans un centre à Saint-Denis, entouré de gamins dont les rêves puent la zone. Je m'infiltre comme bénévole, sous le couvert d'une association catho-bidon, aide aux orphelins de la justice, ironie du sort. Antoine me reconnaît à peine. Ses yeux, autrefois pétillants comme les bulles d'un crément de Loire,
sont maintenant voilés de méfiance. Papa, tu es un voleur. Je le serre contre moi, sentant son corps maigre trembler. Non, fiston. Je suis un combattant. Et bientôt, on rentrera chez nous. Pour le kidnapper, car c'est bien de ça qu'il s'agit, un enlèvement légitime aux yeux de la morale vengeresse, je corromps une éducatrice avec 1 000 € glanés sur un petit chantage à un huissier véreux. Nous filons en pleine nuit, vers une planque à Montreuil que j'ai louée sous un nom d'emprunt. Un studio au mur suintant, mais avec vue sur les lumières de la Bastille. Antoine pleure, accuse, pardonne par intermittence. Maman dirait que tu es fou. Peut-être. Claire lisait Dostoïevski, après tout. Elle aurait vu en moi un Raskolnikov en herbe, un homme qui justifie le crime par la souffrance. Étienne réagit vite. Il engage des privés, ex-flics de la BRDE, ces brutes tatouées qui sentent le tabac froid et la testostérone rance. Il me traque dans les bistrots de la Goutte d'Or, où je noie mes remords dans des demi de bière tiède. Une nuit, il me coince dans une ruelle près du canal Saint-Martin. 3 costauds, chaîne de vélo en main, prêts à me briser les genoux. Je m'échappe de justesse, un coup de surin dans la cuisse d'un d'eux, et je laisse une carte, de la part de tel et eux. L'éternité a un prix. Étienne reçoit le message, et il mord à l'hameçon. Il propose une trêve, un rendez-vous au Café de Flore, là où Sartre disséquait l'existentialisme entre 2 croissants. J'y vais armé. Un petit Beretta 92 acheté au marché noir de Barbès, clair dans la tête comme un talisman. Étienne arrive en costard 3 pièces, cheveux gominés, un sourire qui suinte le venin. Rends-moi le gosse, Lucien. Et on oublie tout. Je te file 100 000 pour recommencer à zéro, avec une nouvelle identité. Je ris, bas et rauque. Comme tu as recommencé après Nice, après la chute de ta Juliette. Son visage se fige. Il sait que je sais. C'était un accident. Elle voulait me quitter, menacer de tout balancer à papa. C'est là que je lâche la première bombe. Un dossier USB, rempli de photos volées. Juliette, nue et ligotée, suppliant avant le saut. Ton père a étouffé ça, mais moi, je diffuse. À Libé, à Mediapart. Ton empire s'effondre, Étienne. Il pâlit, attrape le stick comme un damné. Mais c'est un leurre. Le vrai dossier est déjà chez un journaliste freelance, prêt à partir si je donne le feu vert. Il me frappe alors. Un coup de poing vicieux au plexus, qui me plie en deux sur la terrasse bondée. Les serveurs interviennent, la police arrive. Étienne s'en va, l'air innocent. Il m'a agressé, officier. Mon ami est devenu fou depuis la mort de sa femme. La garde à vue est un prélude aux enfers. 24 heures dans une cellule du commissariat du 6e, puant l'urine et le désespoir. Le juge d'instruction, un larbin de la famille Moreau, qui me cuisine sur le vol bancaire. Monsieur Duval, vous n'y êtes toujours? Les caméras vous montrent clair comme de l'eau de roche. Je nie, bien sûr. C'est Étienne qui a monté la scène, avec un sosie et des deepfakes. Mais intérieurement, je jubile. Chaque heure qu'il passe à me harceler est une heure de moins pour protéger ses arrières. Libéré sous contrôle judiciaire, je retourne à Montreuil. Antoine a dessiné une carte, Paris en feu, avec 2 silhouettes enlacées au milieu des flammes. C'est nous contre lui, papa. Je hoche la tête, le cœur serré. La vengeance n'est pas gratuite. Elle dévore les âmes des enfants aussi. Étienne contre-attaque par la finance. Il gèle mes comptes, ceux qui restent, accuse de fraude auprès de Tracfin. Je me retrouve à mendier des pièces pour le métro, dormant sur un matelas gonflable avec Antoine qui tousse dans la nuit. C'est alors que je contacte le vrai juge Moreau. Une lettre anonyme, avec des preuves de son implication dans l'affaire Juliette, des virements occultes pour faire taire la famille. Rejoignez-moi, ou votre nom finit en première page. Il répond par un rendez-vous clandestin, dans les catacombes sous d'Enfer Rochereau, où les ossements des rois maudits veillent sur nos complots. Le vieux est un spectre, voûté, les yeux caves, mais l'esprit acéré comme une guillotine. Tu veux quoi, Duval? Mon aide pour briser mon fils. Je lui tends un marché. Il témoigne contre Étienne pour le sabotage du train, en échange de l'immunité sur ses péchés passés. Il hésite, murmure des prières à une vierge oubliée, puis signe. Pour Claire. Elle était innocente. Trahison des traîtres, le père vend le fils. Avec ce témoignage, je frappe. Une plainte au parquet, anonyme mais étayée. Mediapart publie. Le fils du juge Moreau impliqué dans l'attentat TGV. Étienne est convoqué, son monde vacille. Il m'appelle hystérique. C'est toi, hein? Tu vas payer, Lucien. Je te jure sur la tête de ma mère. Je raccroche, et pour la première fois depuis des mois, je dors d'un sommeil sans cauchemar. Mais Paris n'est pas une ville clémente. Antoine tombe malade, une pneumonie,
fruit du stress et de l'humidité. À l'hôpital Tenon, les médecins parlent de complications psychosomatiques. Je veille, main dans la main, tandis qu'Étienne envoie des roses empoisonnées, des messages codés via des infirmières corrompues, menaçant de révéler mon enlèvement. La tension monte, un étau autour de ma gorge. La revanche n'est plus un jeu, c'est une danse macabre. Les secrets de Paris sont comme ces égouts, vastes, interconnectés et remplis de cadavres flottants. Le mien, le plus lourd, est celui que j'ai enterré avec Claire. Notre mariage n'était pas idyllique. Elle avait trompé, une fois, avec un collègue à la Sorbonne. Un poète raté nommé Raoul, qui sentait le H et les regrets. Je l'avais appris par un mot trouvé dans sa veste, un « je t'aime » griffonné sur un ticket de métro. Au lieu de divorcer, j'avais pardonné, ou feint de le faire, car Antoine arrivait, et Claire était la mère idéale. Mais cette faille, Étienne l'avait exploitée. Il avait rencontré Raoul dans un café de la Contrescarpe, lui avait soutiré des détails pour me faire douter, semer la discorde. Maintenant, avec le témoignage du juge Moreau en poche, un enregistrement vocal où il accuse Étienne d'avoir financé le sabotage via des fonds détournés de mon héritage. Je contre-attaque. Je transmets l'audio à une procureure intègre, une femme nommée Isabelle Laurent, que j'ai approchée via un ancien prof de Nanterre. Elle est de ces justicières rares, avec des tailleurs stricts et un regard qui tranche les mensonges comme une lame de guillotine. Monsieur Duval, ceci pourrait rouvrir l'enquête TGV. Mais votre rôle dans le vol bancaire. Vous jouez avec le feu. Je joue, en effet. Pour couvrir mes traces, je fabrique une alibi. Des témoins payés pour jurer que j'étais à Bordeaux lors du braquage, inspectant les vignes récupérées par Étienne. Les médias s'emballent. Scandale Moreau, le fils impliqué dans la mort de 10 innocents. Étienne, acculé, l'appelle cabale judiciaire, mais ses alliés du palais l'abandonnent comme des rats fuyant le Titanic. Il se réfugie dans l'alcool, des fêtes décadentes au Silencio, où il couche avec des mannequins qui ignorent son nom le matin. Je le piste comme un chasseur en forêt de Fontainebleau. Une nuit, je m'introduis dans son Penthouse, clé dupliquée par un serrurier complice, et je fouille. Dans un coffre-fort, derrière un monnaie faux, je trouve le Graal, des lettres de Juliette, décrivant comment Étienne l'a battu, menacé, poussé au suicide. Et plus, un journal intime, où il confesse le meurtre de Claire. Lucien est faible, il paiera pour son héritage. Le train était un bonus, un moyen de le briser financièrement. Monsambou, je photocopie tout, laissant une rose noire sur son oreiller comme signature. Antoine Guéry sort de l'hôpital avec des poumons encore fragiles. Nous déménageons dans un Airbnb anonyme à la Villette, près des philharmonies qui masquent nos murmures. Papa, on va où maintenant? Je lui raconte des histoires de Claire, les vraies, sans phare, pour qu'il comprenne que la trahison n'est pas génétique. Mais il sent le vent tourner. Et si on arrête? Si on va voir la police pour de vrai? Innocence d'enfant. Je le serre, promettant la paix, mais intérieurement, je sais que la paix est pour les morts. Étienne riposte par le plus bas. Il contacte Raoul, l'amant fantôme, et orchestre une diffamation. Des articles paraissent dans Valeurs Actuelles, le veuf vengeur, Lucien Duval, cocu et criminel. Des photos truquées de Claire et Raoul, des insinuations sur mon instabilité mentale. Les voisins de la Villette nous regardent de travers. Antoine est renvoyé de son école pour comportement suspect. Je craque alors, une lettre ouverte à Le Figaro, où je révèle les adultères d'Étienne, ses liens avec la mafia corse, héritage de son vrai père, un parrain liquidé en 1985. Le clash culmine lors d'une audience préliminaire au tribunal de Paris. Étienne y est cité comme témoin dans l'affaire TGV, moi, comme plaignant pour diffamation. La salle d'audience, avec ses boiseries Renaissance et son odeur de cire d'abeille, vibre de tension. Il entre, escorté de garde, le visage marqué par l'insomnie, cerne profond, barbe naissante. Nos regards se croisent, le sien, haine pure, le mien, un calme mortel. La procureure Laurent interroge. « Monsieur Moreau, confirmez-vous les transferts vers des comptes libanais ?» Il nie, jure sur la Bible qu'il chérit tant. Mais je me lève, violation de procédure, mais au diable, et je projette l'enregistrement du juge. C'est mon fils qui a ordonné le sabotage. Pour l'argent de Duval. La salle explose. Cris, flash de photographe, le président qui martèle son bureau. Étienne bondit, me traite de menteur pathétique, mais les flics le plaquent au sol. Emmené menottes au poignet, il hurle « Tu paieras, Lucien. Pour papa, pour tout. » Je souris, sortant sous une averse torrentielle qui lave les pavés de l'île de la Cité. Antoine m'attend dehors, parapluie en main. C'est fini. Pas encore, fiston. La vraie sentence vient.
Libéré de charge grâce à l'immunité négociée avec Laurent, en échange de ma coopération totale, je prépare le coup fatal. Le juge Moreau, ressuscité de sa clinique, me rejoint dans un bistrot anonyme de la rue Mouffetard. Il mérite la prison, Duval. Pas la mort. Je secoue la tête, la prison est pour les vivants. Lui, il a tué trop d'âmes. Nous trinquons au pastis, complice improbable. Son plan, témoigner en personne, briser Étienne sur l'autel de la loi. Le mien, plus sombre, plus personnel. Paris s'apaise en surface. Les feuilles d'automne jonchent les quais, les touristes flânent au Louvre, mais sous la peau de la ville, les veines pulsent de rage. Antoine commence une nouvelle école, sous un faux nom, il dessine des vignes bordelaises, rêvant de vendanges. Moi, je grave le tatouage LE d'un couteau chauffé, effaçant notre lien charnel. La vengeance est solitaire. Étienne, incarcéré à Fresnes en détention provisoire, m'envoie des messages via un codet, des poèmes tordus, mi-menace mi-plainte. Tu m'as volé ma vie, frère. Mais souviens-toi, la trahison est un cercle. Je brûle les lettres, mais ces mots rongent. Et si c'était moi le monstre? Claire me le dirait, si elle pouvait. Le procès d'Étienne Moreau s'ouvre le 10 mars 2020, juste avant que la pandémie ne verrouille Paris comme un cachot géant. La cour d'assises de la Seine, ce théâtre solennel aux lambris sombres, devient l'arène où nos vies se déchirent publiquement. Les bancs sont remplis, journalistes de France Inter, famille des victimes du TGV, et même des curieux titillés par le scandale. Le fils du juge, terroriste en col blanc. Moi, je suis témoin clé, assis au premier rang, Antoine à mes côtés sous protection d'un huissier. Mon fils, maintenant 15 ans, serre ma main jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Étienne entre, enchaîné mais droit comme un i, son avocat, un requin de la place Vendôme nommé Garnier, à ses côtés. Il balaie la salle du regard, s'attarde sur moi. Un sourire en coin, comme s'il tenait encore les fils. Le président, un barbu austère prénommé Bertrand, ouvre accusation de complicité d'attentat, blanchiment et homicide involontaire. Les victimes défilent, une mère en deuil pour sa fille, un père brisé qui hurle « meurtrier ». Étienne nie tout, larmes aux yeux. C'est un complot. Mon ami Lucien, rongé par la jalousie, a fabriqué ses preuves. Mon tour vient. Je monte à la barre, la voix ferme malgré le nœud au ventre. Messieurs, Étienne Moreau n'est pas un ami. C'est un serpent. Il a détourné mon héritage pour financer le sabotage, tué ma femme pour me ruiner. Je projette les preuves, relevé bancaire, l'enregistrement du père, les lettres de Juliette. La salle retient son souffle. Garnier objecte, crie au faux, mais Laurent, la procureure, contre-attaque avec des expertises numériques irréfutables. Puis, le twist, le juge Moreau entre en scène, soutenu par un déambulateur, spectre blafard en toge. Je témoigne contre mon fils. Il a confessé, en 2019, dans ma chambre d'hôpital. Pour l'argent. Et la haine. Étienne explose. Papa? Tu me vends? Après tout. Le vieux fond en larmes, pour la loi, Étienne. Pour Claire. La salle divise. Certains pleurent le père trahi, d'autres acclament la justice. Moi, je savoure, mais un doute me ronge. Et si le vieux mentait pour se venger lui-même de l'illégitimité d'Étienne? Le délibéré traîne des semaines, sous le confinement qui vide les rues de Paris. J'en profite pour consolider. Je rachète les vignes via un prête-nom, engage des détectives pour surveiller Étienne en cellule. Il craque là-bas, rumeur de viol par codétenu, de tentative de suicide. Sa riposte? Une fuite. Il accuse Antoine d'être impliqué dans le vol, prétendant que j'ai utilisé mon fils comme mule. Les services sociaux reviennent, menaçant de le reprendre. Je contre avec une garde rapprochée, des ex-militaires payés au noir. La sentence tombe le 5 juin, masques obligatoires et plexiglas entre nous. Perpétuité incompressible pour complicité d'attentat, plus 20 ans pour les fraudes. Étienne hurle, se débat. C'est Duval. Il m'a piégé depuis le début. Le président martèle. Silence. La cour vous a jugé. Mais en sortant, il me glisse un regard. Promesse de sang. Libéré. Paris renaît sous le soleil timide, mais ma victoire est amère. Antoine, traumatisé par les flashs et les cris, refuse l'école. Ils disent que tu es un monstre, papa. Je l'emmène au but de Chaumont, où les chèvres paissent indifférentes, et je lui avoue tout, sauf le pire. La justice est grise, fiston. Pas noire ou blanche. Il pardonne ou fait semblant. Les enfants sont des éponges. Étienne s'évade 3 mois plus tard, le 15 septembre, lors d'un transfert vers Fleury-Mérogis. Une embuscade, complice corse, fusillade sur la 6 qui fait 2 morts gardiens. Paris s'enflamme, avis de recherche, checkpoint aux gares.
Il me traque, laisse des indices. Un tatouage L&E gravé sur un cadavre de voyou à Bastille. Je barricade notre planque au marais, récupéré via l'héritage, et j'arme Antoine d'un spray au poivre. Si c'est lui, tire d'abord. La nuit de la confrontation arrive sous un orage biblique qui inonde les bouches d'égout. Étienne force la porte, trempé, un pistolet à la main, le Beretta que j'avais perdu au Flore. Finissons ça, frère. Antoine est en haut, endormi sous sédatif. Je descends, calme. Tu as perdu, Étienne. La loi t'a eu. Il rit, hystérique. La loi? C'est toi qui m'as condamné, en endossant le vol pour me piéger. Tu as tué papa, avoue. Je nie, mais il sait, le poison dans le café, mon œuvre. Nous luttons dans le salon, meubles renversés, éclats de verre sous les pieds. Il me domine physiquement. Boxe à prise dans les clubs privés de Neuilly, mais je suis rusé. Je glisse une lame de cuisine dans sa cuisse, le faisant hurler. Pour Claire. Pour Antoine. Il riposte d'un coup de crosse, m'éclatant l'arcade. Le sang coule, chaud et salé. Puis, le choix. Je ramasse le Beretta, le pointe sur son cœur. Finissons L&E. Il supplie. Pitié. Je suis ton frère. Mensonge. Je tire. Le corps s'affaisse, un trou net au centre de la poitrine. Paris gronde dehors, indifférente. Je compose le 17, allume une cigarette, la première depuis des années. Antoine descend, pâle. Papa. Je mens une dernière fois. C'était un cambrioleur. L'enquête sur la mort d'Étienne est un cirque. La PJ débarque au marais à l'aube, gyrophare bleu dansant sur les façades Renaissance. Inspecteur principal, une femme nommée Duval, ironie cruelle, même nom que moi, me cuisine autodéfense, monsieur, avec un flingue non déclaré. Antoine, tremblant dans son pyjama, corrobore, un intrus. Il voulait nous tuer. Les preuves penchent pour moi. ADN d'Étienne partout, son arme à lui, mes blessures. Mais le twist couve, comme un volcan sous les pavés de la Bastille. Libéré après 48 heures, je rentre avec Antoine, sous surveillance. Les journaux hurlent, vengeance ou justice. La fin sanglante du clan Moreau. La procureure Laurent me félicite en privé. Vous avez fermé le cercle, Lucien. Mais à quel prix? Le prix, mon âme, tatouée de regrets. Antoine fait des cauchemars, dessine des balles au lieu de vignes. Nous partons pour Bordeaux, dans les châteaux que j'ai reconquis, où le vin coule rouge comme le sang. Mais le vrai coup de poignard vient d'outre-tombe. Une semaine plus tard, une lettre arrive, cachetée du sceau du juge Moreau, postée avant sa mort feinte. Cher Lucien, si tu lis ceci, Étienne est parti. Sache que le sabotage du TGV, ce n'était pas lui. C'était moi. Pour te ruiner, pour protéger mon fils de tes dettes familiales qui menaçaient notre nom. Étienne a endossé pour me couvrir, comme tu as endossé le vol pour le piéger. Nous sommes des miroirs, toi et moi, père maudit, vengeurs aveugles. Pardonne, ou maudis-moi. Ton complice, Moreau. Le monde bascule. Le vieux avait tout orchestré. Le train, pour m'appauvrir et forcer la vente des vignes à Étienne. Le témoignage, un suicide moral pour expier. J'ai tué l'innocent, ou du moins, le moins coupable. Étienne, ce serpent, n'était qu'un pion. Rage et nausée me tordent. Je brûle la lettre dans la cheminée du château, mais les cendres volent, accusatrices. Antoine sent mon tourment. Papa, qu'est-ce qui ne va pas? Je lui dis la vérité, cette fois, j'ai vengé un fantôme, fiston. Et maintenant, je suis le monstre. Il me serre. Non, tu nous as sauvés. Mais ses yeux doutent. Paris, loin derrière, nous hante, appels anonymes du juge, qui a fui en Corse, menaçant de révéler mon rôle dans son suicide. La chasse reprend, non plus pour Étienne, mais pour le vrai diable. Le dénouement, ouvert, comme un verdict en appel. Je pourrais le traquer, verser plus de sang, ou pardonner, cultiver les vignes en paix. Mais la nuit, quand le Mistral hurle, je revois le regard d'Étienne. Pas haine, mais pitié. Tu paieras, frère. Et il avait raison. La vengeance divise. Certains me voient héros, d'autres bourreau. Toi, lecteur, quel camp choisis-tu? Antoine grandit, devient juriste, ironie fatale. Il plaide pour les victimes, évitant les pièges paternels. Moi, je vieillis dans les cuves, le vin comme oubli. Mais le twist final, une confession, murmurée à mon fils sur mon lit de mort, en 2045. Le juge. Il était ton grand-père, Antoine. Claire était sa nièce. Tout était familial. Il pleure, rit, maudit.
La trahison boucle sa boucle, éternelle comme Paris. Fin.